Africa Télévision, la chaîne panafricaine. Vous nous suivez de partout, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre sur Africa Télévision. Vous le savez, c'est l'heure de votre magazine grand format, magazine d'actualité sociopolitique. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée autour des tractations entre l'opposition parlementaire ainsi que la majorité parlementaire autour de membres du bureau de l'Assemblée nationale. Les négociations peinent à trouver un accord. Les deux parties ont même signé un PV de non-conciliation. Quel sera finalement l'avenir pour le FCC sur les 7 postes de membres qui composent le bureau de l'Assemblée nationale? Ils estiment avoir droit à 5 postes. Un seul poste doit revenir au cash également. La grande coalition Lamouka, pour elle aussi, un poste comme membre du bureau, mais aucun poste est titulaire pour cette opposition. Il sera également question peut-être de discuter autour des émoluments de députés nationaux. La question a été posée par un de leurs, en l'occurrence l'honorable Deli Sanga a estimé qu'il faudra revoir à la baisse les émoluments de députés nationaux. Pour lui, il pense que cela devrait faire partie de la bonne répartition du revenu social et la République, de la richesse du pays. Pourquoi est-ce que ce père ne sont pas d'accord avec lui? L'on essaiera tout au cours de cette émission d'essayer d'en savoir un peu plus. Mais également, Félix Tshisekedi promet de déboulonner le système dictatorial. Des propos qui ont de l'autre côté énervé le FCC, qui normalement est censé être en coalition avec le cash du président Félix Tshisekedi. Le FCC a estimé que les propos du chef de l'État étaient celui de militantisme. Également, nous aurons à poser des questions pour savoir aujourd'hui sur la coalition Lamouka. Après le dernier point de presse qui s'est tenu à Bruxelles, silence radio. Qu'est-ce qui se passe effectivement au sein de cette plateforme, mesdames et messieurs? Nous avons le plaisir et le bonheur de recevoir sur ce plateau l'honorable Chéribin Okende. Il est député national élu de la Lukungai. Il est également porte-parole de la coalition Lamouka, mais également aussi secrétaire général adjoint chargé de la communication et porte-parole adjoint de la plateforme Ensemble pour le changement. Bienvenue sur ce plateau, Chéribin Okende. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Africa TV. Très longtemps depuis que vous êtes passé sur notre plateau. C'est bien le cas de le dire. Vous m'avez beaucoup manqué et j'espère que je vous ai aussi manqué. Voilà que nous sommes là pour grand format. Je ne serai pas seul, vous le savez, grand format, un magazine qui est co-présenté. Je serai accompagné de mon confrère Élisée Ouamara. Il est lui de la télévision CCTV. Bienvenue sur ce plateau, Élisée Ouamara. Merci Patrick, merci de l'invitation et merci de rencontrer l'honorable Chéribin Okende sur ce plateau avec qui nous allons débattre de tous les contours de l'actualité en République démocratique du Congo. Notre confrère Thierry Bongo, qui nous accompagne habituellement, ne sera pas de la partie aujourd'hui. Il est en mission de service à l'intérieur du pays. Chéribin Okende, la première question, les tractations autour du dispatching des postes de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Finalement, opposition parlementaire et majorité parlementaire, vous n'êtes pas finalement arrivé à vous mettre d'accord autour de la question. Un PV de non-conciliation a même été signé. Si on peut faire un petit retour, qu'est-ce qui a bloqué les négociations jusqu'à ce que vous puissiez en arriver à ces PV de non-conciliation? Je pense que pour la bonne compréhension de téléspectateurs, il faut resituer d'abord cette problématique-là de la répartition, de la représentation ou représentativité au bureau de l'Assemblée nationale.
parce que ça risque de donner l'impression que les honorables députés de la majorité et de l'opposition sont en train de chercher seulement des postures de positionnement au bureau. Il ne s'agit pas de cela. Je vais évoquer ici la loi portant statut de l'opposition qui voudrait que nous puissions expérimenter dans notre pays une démocratie apaisée. Donc que nous puissions promouvoir une culture démocratique où, bien entendu, il y a une majorité numérique et à l'opposé de la majorité numérique, il y a une opposition, mais que tout le monde participe à la gestion du bureau pour contribuer à l'amélioration de la gouvernance du pays. Ce n'est pas Chérubin Okende, ce n'est pas la Mouka, mais c'est la loi. La loi portant statut de l'opposition en son article 11. Cet article est également relayé au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, particulièrement à son article 26. Donc il faut respecter la proportionnalité dans la représentation de forces politiques de l'opposition et de la majorité au bureau, et le nombre ainsi que l'importance de postes devra également être adressé pour permettre à ce qu'il y ait cette démocratie apaisée, qu'il y ait la participation de tout le monde dans l'édification de l'état de droit. En fait, si l'on vous a très bien suivi, la question clé reste la proportionnalité. C'est elle qui vous permet de pouvoir définir le nombre de membres qui vont devoir siéger. Mais la majorité parlementaire, par exemple, les FCC, vous brandissent l'article 21 de votre règlement d'ordre intérieur qui, pour calcul fait, ils doivent normalement avoir 5 postes sur les 7 qui composent ces bureaux. Il s'agit bien entendu de l'article 26 du règlement intérieur. Comment les choses doivent se passer? La proportionnalité, nous avons 500 députés. Il faut considérer que dans le bureau notamment, il y a 7 postes. Dans les 500 députés, il y a environ 387 qui relève de la majorité aujourd'hui, donc la majorité parlementaire, et si je m'abuse, 113 postes qui reviennent à l'opposition. Tout calcul fait, l'opposition devrait avoir 2 postes sur le 7 et 5 postes devraient tout naturellement revenir aussi à la majorité, pour des raisons simples que je venais d'évoquer et qui justifient la raison d'être de cette loi portant statut de l'opposition dans notre pays, telle qu'elle est relayée par le règlement intérieur. Alors, dans la proposition, dans les négociations, nos amis de la majorité ne se sont pas montrés beaucoup plus proactifs dans le sens de favoriser l'épanouissement de la démocratie et surtout une démocratie apaisée. De rechef, ils ont insisté pour qu'eux-mêmes puissent avoir 6 postes, ce qui contredit l'esprit de la loi, et ils ont réservé un poste à la Mouka, donc à la véritable opposition aujourd'hui. En plus, c'est l'importance aussi de postes. Lorsque vous avez une culture républicaine, en vertu de cette loi, vous ne pouvez pas dire à l'opposition d'être des figurants, juste avec un poste de rapporteur adjoint. Bon, c'est ce qui énerve le principe même de cette loi que je venais d'évoquer, et jusque-là, il n'y a pas eu consensus. Voilà pourquoi vous avez évoqué cet article, ce procès verbal de non-conciliation qui a été signé par les 2 parties. Mais là, si je dois aller plus loin avec cette violation flagrante de l'esprit et de la lettre de cette loi, dans les assemblées provinciales, aller au Tanganyika, aller dans le Kwilu, aller dans le Haut-Katanga, la proportionnalité n'a pas non plus été respectée. C'est à nous demander si et seulement si nos compatriotes du FCC sont nantis de ces valeurs républicaines pour plus privilégier les pratiques démocratiques et surtout le respect de nos lois qui doivent nous amener à un véritable état de droit démocratique. C'est ce qui aujourd'hui remet un peu sur le plancher le débat par rapport à la constitution du bureau de l'Assemblée nationale. Avant de passer la parole à Élisée Ouammara, une petite question me vient en tête. Chérubin Okende, ça paraît comme si c'était des jérémiades que la Mouka, l'opposition, fait, alors que vous n'avez pas été en mesure de réaliser
des scores qui pouvaient vous permettre d'avoir un quota important pour ces bureaux. Vous ne faites pas le prix de vos scores à ces élections provinciales, plutôt législatives nationales. Je crois que c'est une manière de travestir la vérité et aussi l'esprit. Nous ne faisons pas de jérémiade. Nous disons que nous invitons nos compatriotes à respecter la loi. Un état de droit veut dire le respect de la loi. Et nous devons aussi nous investir dans la promotion de la culture démocratique. Ici, que dit la loi? Avec la proportionnalité. Donc une représentation proportionnelle de l'opposition et de la majorité dans le bureau des assemblées délibérantes. Cela va de soi que cela devrait concerner les assemblées provinciales, tout comme l'Assemblée nationale dans le cas d'espèce. Ce que je venais de vous démontrer ici ne relève pas de jérémiade. Non, ce calcul fait si et seulement si nous n'avions pas 113 députés et que nous prétendions qu'on puisse nous donner 113 députés ou plus que ça, bon, là, vous auriez peut-être interprété de cette manière-là notre position. Non, ici, il s'agit bien entendu d'éprouver notre capacité de pouvoir respecter les textes et aussi favoriser la culture démocratique. Car, savez-vous, aujourd'hui, la dérive, c'est que si nous voulons reprendre l'état de l'absolutisme, nous devons savoir que le pouvoir politique corrompt. Et un pouvoir absolu corrompt absolument. Nous n'aurons pas innové et nous n'irons pas de l'avant si et seulement si nous n'impliquons pas les principes démocratiques d'un état de droit dans nos pratiques institutionnelles. En tout cas, Élisée Ouamara souffre en paix, excusez-moi de poser une question. À Chéribon, aucun des calculs faits, 103 députés sur une moyenne de... 113 sur une moyenne de 500 sièges. Sur un total de 500. Sur un total de sièges. Lorsqu'on fait les calculs, vous avez à peine dans le 32%, si mes calculs ne me fauchent pas, alors que les autres auront à peu près dans le près des 77%. Et comment vous expliquez vouloir des postes alors que vous êtes très en dessous? Pour vous, le 32%, si je suis votre calcul, ne représente rien du tout. Un poste, par exemple. Ne disons pas une chose et son contraire. Si vous faites un calcul simple, c'est la règle de 3, simple. Si sur les 500, vous avez 113, cela représente par rapport à 7 postes 1,5. OK? Si vous avez 387 sur 500, cela représente 5,4 ou 2 à peu près. Cela veut dire que, parce que vous n'aurez pas un poste virgule 5, un poste virgule 2. Donc, en arrondissant, le calcul arithmétique le plus simple, le plus élémentaire, donne 2 postes pour l'opposition et 5 postes pour la majorité. Et cela ne relève pas de jérémiade, s'il vous plaît. Donc, essayons de cultiver cette pratique démocratique, républicaine, en respectant les textes qui sont les nôtres. Vous ne revenez pas pour édifier les téléspectateurs sur la flagrance que je venais de démontrer ici, en ce qui concerne le Haut-Katanga, le Tanganyika et le Kwilu, notamment. Bon, vous allez nous aider ou vous allez aider le peuple à comprendre les pratiques démocratiques comment. Nous-mêmes, nous avons des lois et finalement, nous foulons ces lois-là sur le pied. Ça ne va pas. C'est pas ça promouvoir un état de droit. Élisée Ouamara. Merci Patrick pour la parole. Honorable, vous parlez de 113 députés. Là, vous comptez même les récents élus, Béni Boutembo. Et bien entendu que les élections se sont bien passées. Et vous connaissez le résultat de ces élections-là. Ça serait aujourd'hui injuste que nous puissions continuer cette incurie de pouvoir disqualifier nos compatriotes. Savez-vous que c'est extrêmement grave qu'on les ait disqualifiés de l'élection de leur président de la République? Alors, ce qui m'intéresse... S'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Ce qui m'intéresse dans cette reconnaissance de ces députés qui s'ajoutent, c'est que Béni Boutembo, les élections, pour vous, l'opposition, ces élections se sont bien déroulées. C'est pas ça le débat. Nous constatons qu'il y a proclamation des résultats provisoires. Même chez nous, ici, dans tout le reste de la République, hormis Béni Boutembo et Yumbi, les résultats sont encore provisoires. Donc, ces compatriotes ont le même statut que nous. Reste à faire la formalité de validation de mandat, qui est juste une identification dans l'esprit et du constituant et de la loi, et même du règlement intérieur. Donc,
je pense que c'est faire droit à ses compatriotes, puisqu'ils se sont, les compatriotes de ces circonscriptions, se sont déjà désignés, ou enfin ils ont élu les députés. Il faut faire droit à ces députés pour qu'ils soient aussi considérés dans toutes ces tractations. Et puisque nous ne devons pas nous écarter de la question qui a été posée, c'est la répartition de sièges. En vertu de la loi, pas dans des humeurs des individus, en vertu de la loi portant statut de l'opposition et aussi du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Revenons à cette répartition. On sait comment est-ce que les élections dans les bureaux précédents au sein de l'Assemblée nationale se sont déroulées. Des sièges réservés à l'opposition, des postes réservés à l'opposition, mais une opposition qui ferait une part belle à la majorité. Alors, ne craignez-vous pas que même ce seul poste de rapporteur adjoint, qui jusqu'à présent, en tout cas, le pouvoir voudrait bien vous le donner, que le pouvoir se choisisse son opposant qui fera cette part belle à elle. Bon, écoutez, cher ami, je suis un peu mal à l'aise parce que la manière dont vous me posez ces questions très substantielles pour la construction de la démocratie justifie cette attitude d'être mal à l'aise. Il ne s'agit pas ici de quémander quelques libéralités de la majorité. C'est question d'appliquer la loi. Je vous ai référé ici à l'article 11 de la loi portant statut de l'opposition. Cette loi est claire. Dans les assemblées délibérantes, notamment à l'Assemblée nationale et les assemblées provinciales, dans le bureau, les forces politiques de l'opposition et de la majorité doivent être représentées suivant une proportionnelle numérique conforme au poids politique de chaque famille politique. Cela doit être clair. En plus, il est recommandé de regarder l'importance de postes et le nombre de postes, et cela, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en son article 26, recommande que pour un premier temps, qu'il y ait un consensus, qu'on construise cette tolérance-là, cette acceptation et de l'opposition et de la majorité pour que nous puissions vivre une démocratie apaisée. Et cela consolidera également la cohésion nationale. C'est pas la mouka, nous ne nous plaignons pas, mais nous voulons qu'il y ait la culture démocratique qui applique nos textes. Donc c'est là que réside le vrai débat. Je vais peut-être répondre autrement à la question de Délizio Amara. Je vais terminer, oui, s'il vous plaît. Allez-y. Il ne faudra pas faire de la figuration. Entre nous, pourquoi il doit y avoir l'existence d'une opposition? Une opposition républicaine, constructive. C'est pour servir aussi de garde-fou devant certaines dérives de pouvoir. Car savez-vous que le pouvoir absolu, le pouvoir politique d'une manière générale, corrompt. Et un pouvoir absolu corrompt absolument. Dans sa nature humaine, l'homme a toujours eu tendance de capturer le pouvoir, de le conserver et à la limite d'en abuser. Donc la démocratie nous met des principes qui permettent à ce que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir dans ses pratiques purement républicaines. C'est là que nous en sommes. Donc voir la chose en dehors de ce principe démocratique et républicain, c'est être à côté de la plaque. Qu'avez-vous placé comme garde-fou? Je crois que c'était ça la principale préoccupation d'Élysée. Qu'avez-vous placé comme garde-fou pour que ce soit effectivement ce que l'opposition veut qu'il représente au sein de ses bureaux? C'est là quand on se réfère aux dernières élections, dès la dernière législative passée, la majorité avait tout fait pour avoir leur opposant et qu'ils voulaient au sein du bureau. Véritable garde-fou dans un état de droit, dans une république, c'est la loi. Je m'époumonne ici à vous faire comprendre qu'il existe une loi qui a sa raison d'être. J'ai expliqué la ratio legis de cette loi. L'opposition parlementaire présentera des candidats uniques à ces postes, où il y aura deux... C'est pas ça la question. C'est pas ça la question. D'abord, la répartition. Dans les règles prescrites par la loi et par le règlement intérieur. Nous devrions approfondir cela. C'est là que vous alliez apprécier. Est-ce que nous, de l'opposition, nous nous méprenons de la réalité ou des règles du jeu, ou bien nous sommes dans le bon, mais ce sont nos compatriotes du FCC cash qui forment aujourd'hui une coalition au pouvoir, qui représente une nouvelle majorité, qui
veulent fouler aux pieds ces dispositions légales et réglementaires. Je vous ai ici référé à des cas de violation flagrante de cette loi, notamment dans le Tanganyika, au Katanga et dans le Kwilu. Vous n'en faites pas cas, donc vous éludez le nœud du problème pour, je ne sais pas, étouffer un buisson d'incompréhension dans la tête de nos téléspectateurs. Moi je dis, il faut bien recentrer le débat. En ce qui concerne la constitution du bureau de l'Assemblée nationale, les règles légales voudraient qu'à la proportionnelle, on puisse répartir le poste et qu'on cherche le consensus dans la détermination du nombre et de l'importance de postes. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans une véritable démocratie, lorsque la majorité a cette prérogative de pouvoir présenter le gouvernement, le Premier ministre, le formateur du gouvernement, c'est cette majorité qui va composer l'ossature du gouvernement. Vous comprenez également dans la culture démocratique d'un État de droit, il y a le principe élémentaire de la séparation de pouvoir. La mission d'un Parlement, d'une Assemblée nationale, c'est de légiférer et aussi de contrôler l'exécutif, notamment le gouvernement et tous les services publics de l'État. Alors, lorsqu'il y a, comme dans la première et deuxième législature, une solidarité politique qui arrive jusqu'à frelater le sens de la séparation de pouvoir, solidarité politique veut dire, comme ce qui est évoqué, à juste titre, au niveau du gouvernement. Mais lorsque cette solidarité est étendue au niveau de l'Assemblée nationale, on arrive maintenant à ce niveau-là à bafouer l'autorité ou les règles du jeu ou les prérogatives de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi dans de véritables États démocratiques, tout en reconnaissant la prépondérance ou la prévalence d'une majorité, il y a certaines fonctions très sensibles qui procèdent notamment du contrôle parlementaire dont on laisse les initiatives à l'opposition. Cela pourra nous permettre de contribuer à l'amélioration de la gouvernance du pays. Je vous ai dit ici, l'homme a toujours cette propension de conserver, de confisquer le pouvoir et d'en abuser. Et l'absolutisme voudrait dire qu'il y a une seule famille politique ou un individu qui concentre le maximum ou l'essentiel, l'essence du pouvoir et finalement on arrive à en abuser. Un pouvoir absolu, le pouvoir politique corrompt et un pouvoir absolu corrompt absolument. Finalement, c'est une figure rhétorique qu'on utilise pour faire voir les méfaits de la concentration de pouvoir. Dans une démocratie, ce pouvoir-là ne devrait pas être concentré entre les mains d'un individu ou d'un groupe d'individus. Voilà pourquoi la théorie de la séparation de pouvoir permet d'équilibrer un peu les forces institutionnelles pour qu'enfin le pouvoir ait la capacité d'arrêter le pouvoir. Honorable Chérubin Okende, comme nous sommes toujours à l'Assemblée nationale, au Parlement, je crois avec la permission, parlons des émoluments. Les députés nationaux, vous êtes contre la révision à la baisse de vos émoluments. Vrai ou faux? Non, c'est une manière manichéiste, destructeur que de présenter la problématique. Avec toute la considération que j'ai pour l'honorable Délice Sanga, c'est lui qui a suscité ce débat, qui, de mon point de vue, est un débat très malencontreux. Nous ne sommes pas dans une session budgétaire pour essayer de voir les assignations budgétaires ou les imputations budgétaires de chaque institution. Nous n'étions que dans un débat sur le règlement intérieur, c'est-à-dire les principes d'organisation et de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Mais les émoluments aussi figurent dans le règlement intérieur? S'il vous plaît. Et alors c'est cela. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire quelle disposition du règlement intérieur fixe les émoluments? Entre nous, c'est cela. C'est une manière un peu malencontreuse de jeter l'opprobre sur toute une institution. Ce n'est pas bon. Parce qu'en fait, c'est donner l'impression à nos compatriotes que les députés sont là juste pour défendre leurs émoluments. Et pourtant, ce n'est pas ça la réalité. Nous sommes là pour répondre aux missions constitutionnelles d'une Assemblée nationale, d'une représentation nationale. Donc il ne faudra pas contourner ce débat. Je pense également que
avec un minimum de détachement, parce qu'on ne doit pas plaider pour sa propre chapelle. Nous devons avoir des notions de justice sociale, nous devons avoir des notions de justice distributive. Il ne s'agira pas ici, pour un syndicaliste que je suis, un ancien syndicaliste bien entendu, d'ici de frelater la notion de la justice sociale. Vous ne pouvez pas, en toute honnêteté, niveler la société vers le bas. Le défi que nous devons relever par rapport à la première et deuxième législature auquel a appartenu Délice Sanga, c'est de dire combien donnait-on aux fonctionnaires, combien donnait-on à l'enseignant, aux policiers, aux militaires, tout ce qui relève du budget de l'État, parce que c'est l'Assemblée nationale qui est l'autorité budgétaire. Qu'est-ce que l'on doit faire pour relever aussi leur situation? Parce qu'au fait, la vue de l'esprit, c'est de faire croire qu'avec les émoluments du député, on aura résolu le problème. Non. Première chose, contrôle parlementaire, on aura aussi à bloquer le coulage des recettes de l'État. Vous savez que le circuit de coulage de recettes de l'État fait en sorte que le budget ne soit pas compétitif. Ici, je fais recours au conseiller spécial du président de la République sortant, conseiller spécial chargé de la corruption et j'en passe. Blanchiment des capitaux. Blanchiment de capitaux. Ici, je fais allusion au professeur Luzolo Bambi. Il a eu à le décrier. Est-ce qu'on a poursuivi? Est-ce qu'on a exploité cela pour que les recettes de l'État puissent profiter au trésor public pour nous permettre de développer des politiques publiques compatibles avec les besoins existentiels de nos populations? Que non. Ce sont encore les mêmes membres de ces deux législatures qui ont fait preuve de cette complaisance, qui tue même le pouvoir de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous avons suivi un peu tous les candidats à la présidence de la République avec leur vision, avec leurs prétentions quant à la mobilisation de recettes et aussi à l'orthodoxie financière. On ne doit pas commencer à chercher de faux fuyants pour commencer à exonérer le pouvoir actuel, celui qui est à la présidence de la République, pour qu'on puisse réduire encore la capacité ou l'effort à mobiliser suffisamment de recettes pour expliquer ou arriver à alimenter le budget de l'État et répondre aux problèmes existentiels de nos populations. Félix Tshisekedi, si je peux bien me le rappeler, avec Vital Kamerhe, avait eu un programme, ils avaient présenté un programme qui avoisinait les 85 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au stade de promesses de campagne. Ils doivent démontrer suffisamment de dextérité pour mobiliser aussi suffisamment les recettes et améliorer le vécu quotidien de nos populations. Donc moi, je me dis, au lieu que nous soyons là en train de répercuter une certaine philosophie qui risquerait de jeter simplement de l'opprobre sur l'Assemblée nationale pour donner une mauvaise image, comme quoi les députés qui sont là, ils sont venus juste pour leurs émoluments. Ah non, un peu de respect, un peu de décence dans notre lutte politique. Nous ne sommes pas là tous en train de quémander à la recherche des émoluments. Il y a des gens qui ont fait carrière, notamment Chérubin Okende. Je ne viens pas du chômage. Cadre de direction dans une entreprise, je fais la politique par vocation. Donc, il ne faudra pas qu'on travestisse cette réalité. Je vous dis, bon, je ne parle pas de moi-même, mais c'est une illustration que je donne. Ce débat aura toute sa quintessence lorsque nous allons parler du budget de l'État et on verra bien qu'est-ce qui est réservé à la présidence de la République, qu'est-ce qui est réservé au Sénat, qu'est-ce qui est réservé au gouvernement. Et à ce moment-là, nous ferons un package pour voir si les coupes sombres se justifient. Mais le projet de budget de l'État doit être présenté par le gouvernement. Et c'est là que nous allons apprécier, en tant qu'Assemblée nationale, la capacité de ce gouvernement à mobiliser les recettes. Sinon, si les gens sont incapables de réaliser leurs problèmes de campagne, alors ça ne sera plus le peuple d'abord, ça sera la poche des individus d'abord, leur situation individuelle d'abord. Alors là,
ça va à l'encontre des principes démocratiques. Permettez-moi de vous relancer. Et ceux qui nous suivent à la maison, le numéro bas de l'écran, vous pouvez participer à cette émission. Écrivez-nous via SMS, écrivez-nous sur WhatsApp. Vous pouvez également appeler pour nous faire parvenir rapidement vos préoccupations. Je rappelle que nous recevons Chéribin Okende, il est député national, élu de la Lukunga. Il est membre de l'opposition parlementaire pour le compte de la MOUCA, PSIPA, d'Ensemble pour le changement, élu sur la liste de l'AMK, Alliance des mouvements Congo. Ceux qui nous suivent à la maison se posent peut-être une question. Oui ou non, les députés refusent qu'on touche à leur salaire? Oui ou non, les députés ne veulent pas qu'on parle de la réduction de leur salaire? Permettez-moi de finir, vous allez répondre. Et si jamais la question est posée au moment M, comme vous le dites, allez-vous peut-être accepter que l'on puisse revoir à la baisse vos émoluments? Moi, je ne peux pas utiliser la langue de bois sur cela. Ok. D'abord, je viens de préciser que c'était inapproprié lors de la discussion du règlement intérieur qu'on puisse parler émolument. Le moment venu, avec le projet de budget de l'État, parce que l'autorité budgétaire, c'est l'Assemblée nationale, nous allons voir les équilibres de compte, quelle est la capacité de mobilisation, et nous allons apprécier. Mais je vous préviens que Chérubin Okende n'est pas d'accord dans le nivellement de la société vers le bas. Mon combat à l'Assemblée nationale, c'est de voir combien on paye aux policiers, combien on paye aux fonctionnaires de l'État, combien on paye à l'enseignant, combien on paye, et quelle est la capacité de pouvoir niveler la société vers le haut plutôt que niveler la société vers le bas. Je ne ferai jamais cette démagogie pour dire que bon, voilà, il y a les émoluments, parce que vous voulez créer une fausse pudeur. Et c'est ça l'hypocrisie. Les émoluments des députés, comme si les députés n'avaient pas le droit de mener une existence conforme à la dignité humaine. La justice distributive voudra, en vertu de l'article 36 et l'article 60 de notre Constitution, qu'on puisse équilibrer les choses et qu'on relève la situation du Congolais. L'article 36 dit ceci: tout Congolais qui a un travail a droit à une rémunération décente qui lui permette de mener une existence conforme à la dignité humaine avec l'ensemble de sa famille. C'est cela le véritable débat, c'est cela la véritable problématique. Donc vous tous là, vous devez aider à cultiver le sens civique. Au lieu de cultiver simplement une position qui lancerait, jetterait l'anathème ou jetterait l'honorabilité de députés nationaux en pâture. Et c'est une vision franchement très déplacée de réalité de notre pays. Donc vous voulez simplement caresser le sens dans le sens du poil pour éveiller des susceptibilités et non, on voulait seulement comprendre si les députés nationaux peuvent avoir l'esprit des sacrifices, accepter par exemple que leurs émoluments soient revus à la baisse. Bien entendu, mais dans quelle proportion ou dans quel équilibre budgétaire? C'est faire de la complaisance. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons les éléments du budget? Est-ce que le gouvernement nous a démontré sa capacité de mobilisation de recettes? Si il n'y a pas d'autre voie d'utilisation malencontreuse des ressources de l'État, ça sera la conséquence logique de la situation du pays. Mais vous ne pouvez pas accepter que d'avoir des individus qui vivent dans une richesse, dans une opulence, comment pourrais-je qualifier, insolente, et que vous ayez à vivre le paradoxe d'une population qui vive dans une pauvreté aussi insolente. Non, ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. Ne faites pas cet activisme-là. C'est un activisme qui ne sera pas porteur. Nous posons une question pour avoir des éclaircissements et des réponses sur Chéribin Okende. C'est ce que je suis en train de me évertuer de pouvoir répondre. Aujourd'hui, c'est par hypocrisie qu'on pourrait chercher à niveler la société vers le bas. Le véritable combat que nous avons, des promesses de campagne que nous avons données à nos compatriotes, c'est que le fonctionnaire de l'État ne doit plus mijoter dans un salaire de misère. C'est que l'enseignant, le policier, le militaire ont aussi droit à la vie. Nous devons avoir un gouvernement capable de nous présenter un projet de budget qui puisse restaurer cette justice sociale et aussi alimenter la véritable justice distributive. C'est en fonction de ça que nous allons apprécier. Est-ce que c'est le taux budgétaire, comme on a menti au peuple pendant longtemps, qu'on donnera, on va payer aux fonctionnaires sa rémunération au taux budgétaire, mais qu'on n'a jamais donné.
Donc nous voudrions avoir une politique très réaliste, voir la capacité de l'exécutif à mobiliser les ressources, à lutter contre le clientélisme, la corruption et l'impunité. C'est ce qui pourra nous permettre de mieux canaliser les recettes de notre pays. Sinon, des politiques sociales n'arriveront pas à répondre à la nécessité de donner des salaires décents, l'eau et l'électricité, la politique de l'habitat. Alors, donc, n'essayons pas de chercher des solutions qui n'en sont pas une pour justifier l'incapacité de l'exécutif à mobiliser suffisamment de ressources. Ça, c'est mon point de vue. Vous suivez l'actualité ensemble avec nous. Vous êtes au courant de cette bout de phrase aujourd'hui qui fait créer encre salive. Ça circule dans tous les salons IP, dans toutes les formations politiques qu'on en parle. Déboulonner les systèmes dictatoriaux. Une phrase du chef de l'État citée alors qu'il était dans un périple américain. Du coup, le FCC a réagi aux propos du chef de l'État qu'il a qualifié d'étant des propos militantistes. En acteur politique, comment vous réagissez? Vous pensez qu'il est possible de déboulonner le système dictatorial? Bon, nous devons d'abord être conséquents face à certains principes axiologiques de notre société. Quelles sont les valeurs que nous préconisons? Aujourd'hui, le peuple congolais, si vous lisez même l'exposé de motifs de notre Constitution, nous voulons une démocratie et un État de droit. Une démocratie et un État de droit procèdent de cette volonté de pouvoir refuser tout système dictatorial d'où qu'il puisse venir. Alors, pourquoi voulez-vous nous inviter, nous, dans cette polémique? Si Félix Tshisekedi trouve qu'il a trouvé un système dictatorial et qu'il importe de pouvoir déboulonner, ben, nous allons vivre. Parce qu'en tout cas, nous ne sommes pas dans une grande démocratie en République démocratique du Congo. Sinon, il n'y aurait pas toute cette lutte politique qui se justifie encore. Donc, si eux-mêmes, dans leur accord, ils se trouvent aujourd'hui en contradiction, nous allons voir comment ils vont procéder. Donc, moi je pense que prôner la démocratie, prôner un état de droit, c'est tout à fait légitime pour notre pays. Et si on ne se sent pas morveux, on ne doit pas non plus se moucher. Avant de passer la parole à Élisée Omara, on va mener une réflexion à haute voix, Chéribin Okende. Déboulonner un système dictatorial, n'est-ce pas un contraste alors que l'on a crié à une alternance pacifique pour dire que finalement, les camps qui étaient caricaturés comme l'axe du mal, Kabila est parti, et aujourd'hui c'est un de vous, de l'opposition, qui est au pouvoir, et la question que l'on pose, c'est déboulonner un système dictatorial qui serait installé par qui? Par cet opposant d'hier au pouvoir aujourd'hui? Eh ben, vous voulez que je réponde de mots ou des allégories qu'on mène une réflexion qui ne relève pas de moi. S'il appartient à l'UDPS et particulièrement au président Félix Tshisekedi de faire le constat qu'il y a un système dictatorial qu'il va déboulonner, mais voyons voir que nous avons besoin d'un système démocratique, républicain. Si par ailleurs ses alliés qui sont au FCC trouvent que ça c'est un militantisme qui trancherait du comportement d'un chef d'État, c'est entre eux. Alors nous allons voir qui dit vrai. Et il faut demander au peuple, est-ce que nous sommes dans une démocratie? Comment il va procéder pour déboulonner le système dictatorial? Comment il est arrivé à occuper le poste de président de la République? Est-ce que ceci ne se lie pas avec cela? Ben alors, c'est à lui de pouvoir clarifier bien sa position. Il ne faut pas demander à Chérubin Okende, qui est acteur politique de l'opposition, de la coalition Lamouka, qui continue à clamer haut et fort que la vérité des urnes à la présidentielle n'a pas été respectée. Bon, alors, qu'est-ce que nous allons justifier par rapport à ce conflit de ménage? Même si, par ailleurs, ça paraît être un mariage contre nature. La vérité des urnes est encore au débat jusqu'à ce jour? Nous ne l'avons pas abandonné, mais est-il que nous avons fait l'évaluation de notre accord. Parce que l'accord de Genève, c'est un accord plus orienté vers les élections.
nous voulions avoir un candidat commun, réfléchir, réunir, conjuguer nos forces pour l'emporter. Alors, l'évaluation qui s'est passée dernièrement à Bruxelles, c'est pour dire que sur le plan juridique, nous devons également définir les nouvelles options, si et seulement si nous voulons pérenniser notre coalition politique qu'est la MOUCA. Les leaders de la MOUCA ont tracé la ligne de conduite et nous sommes en train d'y réfléchir pour savoir quelles options fondamentales on va définir quant à l'avenir de la MOUCA. Alors, parlons de cet avenir. Est-ce que la MOUCA, cette coalition, va-t-elle survivre, je ne sais pas, parlons en 2023, alors que l'on sent déjà des dissensions au sein même de cette famille, on ne va pas se voiler la face, Kyungu Akumwanza, vous vous reconnaissez, vous comme opposant, vous êtes enregistré à l'Assemblée nationale comme des opposants, et Kyungu a dit haut et fort que l'UNAFEC n'est pas dans l'opposition, et pourtant l'UNAFEC est dans l'ensemble G7, ce regroupement politique qui est dans cette coalition la MOUCA. J'espère bien que vous n'êtes pas un prophète de malheur pour dire que si nous décidons de pérenniser l'action de la MOUCA, nous n'arriverons pas à 2023-2025. C'est des questions de projection. S'il vous plaît. Mais ça saute aux yeux aussi. Ne réagissez pas de cette manière-là. Toute proportion gardée, le président Kyungu Akumwanza, qui par ailleurs est membre de Ensemble pour le changement, comme Chérubin Okende, est aussi libre de pouvoir choisir sa voie. Qu'est-ce qui peut déranger? A-t-il quitté la MOUCA? C'est tout à fait sa liberté. Mais toujours dans l'ensemble. S'il vous plaît, l'ensemble ne veut pas dire la MOUCA. Mais Ensemble est une composante de la MOUCA. S'il vous plaît. C'est une composante de la MOUCA. C'est à lui maintenant de se dire, est-ce qu'il n'est pas dans les contradictions? N'étant plus de la MOUCA, est-ce que cela justifie pour autant qu'il reste dans Ensemble? Ce n'est pas à moi de pouvoir y répondre. Mais il a été clair, pour lui, il n'est plus de la MOUCA, donc avec son parti, il n'est plus de la MOUCA. Mais il ne m'appartient pas à moi d'ergoter autour de son appartenance à Ensemble pour le changement. Il ne m'appartient pas de le disqualifier en tant que membre. Ce n'est pas de malaise criant, comme l'a dit Olivier Amara. Ce ne sont pas de malaise criant, ça saute aux yeux. Non, c'est vous qui appelez ça malaise. Moi, j'appelle ça la liberté d'un chacun. Les cas sont énormes à citer. Hein. Vous dites? Les cas sont énormes à citer. Franck Diongo récemment a fait une déclaration politique et pourtant il est membre des AR. S'il faudra ajouter Claudel Loubaya, s'il faudra ajouter... Il faut préciser l'honorable Franck Diongo n'est pas membre de AR. Il faut chercher l'information. Son parti politique, les MLP. En plus, l'honorable Franck Diongo a été victime de la dictature. Le MLP est membre de l'AR. Non. Je vous invite à vérifier l'information. Mais le MLP est membre de Ensemble pour le changement. Je parlais de l'honorable Franck Diongo. Il a été en prison. Il a été maintenu injustement en prison. S'il arrive que Félix Tshisekedi puisse avoir une attitude positive pour corriger cette arrestation arbitraire, il appartient à Franck Diongo de pouvoir apprécier. Donc vous n'allez pas aujourd'hui lui demander le cynisme politique de cracher sur sa recherche d'un état de droit. Il n'a pas été non plus commandeur de sa liberté, mais il a toujours exigé que les principes de l'état de droit soient respectés. Donc moi je pense qu'il appartient à un chacun d'assumer son orientation politique. Vous êtes en train de parler à Chérubin Okende. Je vous ai toujours dit, Patrick, que moi j'étais un acteur, pas de moindre, de la majorité présidentielle qui était AMP à l'époque et MP par la suite. Vous le savez. Mais lorsque, en accord avec mes convictions, j'avais trouvé que je ne pouvais pas plus rester dans la majorité, mais tout bonnement, même si je compte encore beaucoup d'amis dans la majorité, de personnalités aussi que je respecte, j'ai utilisé cette liberté de pouvoir choisir. Donc, il appartiendra à chacun. Vous avez cité l'honorable Claudel Loubaya. Posez la question à l'honorable Claudel Loubaya, ce n'est pas à Chérubin de pouvoir y répondre. Alors, M. Chérubin, ce n'est pas un secret de polichinelle, les tractations, cette mutation de cette coalition, la MOUCA, en une force politique. Si ce n'est pas un secret de polichinelle, comment est-ce que ça évolue? Eh bien,
ça évolue, hein. Nous avons eu des options que nous sommes en train d'approfondir. Comment faire la mutation de la Mouka d'une coalition électorale à une véritable coalition politique qui puisse durer, quoi. En constatant la force politique de la Mouka et en essayant de veiller à la mise en place réelle du statut de l'opposition et comment les agencements peuvent se faire en interne. Je ne peux pas anticiper, et ce n'est pas non plus un secret de Dieu, mais les réflexions continuent par respect et par loyauté vis-à-vis de ma famille politique. Bon, je n'ai pas ici à donner des orientations parce qu'à ce stade, ça relèverait d'une analyse personnelle de Chérubin Okende. Je préfère bien m'abstenir. Alors, puisque nous parlons de la Mouka, en tout cas nous courons derrière le temps, nous allons quand même parler des élections des gouverneurs. 17 provinces sur 22, en tout cas les noms des gouverneurs sont connus. La Mouka s'assoit quand même avec une province, c'est dans la province de Mongala. Ces élections, honorable Chérubin Okende, des élections des gouverneurs, bien sûr, second degré, vous ont-elles convaincu? Bon, parler de conviction ou appréciation personnelle, je pense que ce temps est révolu. Nous constatons simplement que de l'autre côté, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Nous avions ici, en son temps, dénoncé quelques pratiques qui ne relevaient pas de la véritable démocratie, même vous de la presse. Vous ne nous avez pas soutenus. Aujourd'hui, il faut reconnaître que bon, le FCC a fait de performances dans cet environnement-là pour avoir autant de gouverneurs qu'ils ont pu récolter. Nous, moi, Chérubin Okende, je ne fais que ce constat-là et nous allons voir maintenant qu'est-ce qu'ils vont en faire et comment ils vont gérer. Carrément, on est vraiment dans les 5 dernières minutes, mais fait signe la réalisation. Vous pouvez participer à cette émission, les numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Appelez-nous, faites-nous un SMS, écrivez-nous sur WhatsApp à cette émission et il sera également posté sur YouTube. Chérubin Okende, dans les 5 dernières minutes qui nous restent, nous allons peut-être rebondir rapidement avec ce dont on a commencé au début. Aujourd'hui, qu'il y a IPV de non-conciliation, ça veut dire que c'est la plénière qui va trancher. Comment pensez-vous obtenir par la plénière ce que vous avez été incapable d'obtenir lors des discussions, je crois peut-être au niveau de la conférence du président? Vous ne pouvez pas être en mesure d'avoir les deux postes, l'autre poste que vous demandiez. Qu'allez-vous faire au niveau de la plénière? Est-ce que ce n'est pas un combat déjà perdu d'avance? Et puis, peut-être dernière question, Chérubin Okende, aujourd'hui, comment se passent ces dossiers au niveau de la Cour constitutionnelle? Bon, d'abord, nous ne sommes pas défaitistes. Aujourd'hui, c'est question de bon sens. Nous sommes en train d'appeler nos compatriotes de la majorité à comprendre une chose. Le temps de joute électorale, de positionnement partisan est déjà révolu. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons un destin commun. Unissons nos forces pour relever le défi qui se pose aujourd'hui dans notre institution. Il a toujours été reproché aux députés nationaux de ne pas privilégier les intérêts supérieurs de la nation, du peuple qui nous a donné ce mandat-là. Il nous a toujours été reproché, en tant que députés, d'avoir des postures opportunistes et égoïstes. Aujourd'hui, en essayant plus de privilégier la démocratie et l'état de droit, en faisant respecter la loi, pour qu'il y ait cette proportionnalité. Parce qu'au fait, s'il y a toujours des connivences de majorité de l'exécutif et celle de l'Assemblée nationale, il n'y aura plus ce principe sacro-saint que j'avais évoqué ici, de la séparation de pouvoir. Nous allons vivre, nous allons constater que nos institutions ne seront plus compétitives. Et c'est ce qui amène tout ce que nous avons comme dérèglement par rapport à des dispositions constitutionnelles et la pratique de la politique concrètement. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous parions bien que s'ils restent dans ces positions-là, bon, les conclusions seront les mêmes. Ça sera encore une manière de gâcher notre apprentissage, l'épanouissement de la démocratie dans notre pays. Moi, je leur demande de voir clairement, de relever ce pari de la raison pour que l'Assemblée nationale soit réellement ce sanctuaire d'une haute culture
démocratique et républicaine. Et cela passe par le respect de ces principes que je venais d'évoquer ici. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire, si et seulement si tout cela procède de la promotion de l'intérêt général pour essayer de taire un peu le clientélisme et tout ce que nous avons encore comme dérive dans la praxis politique dans notre pays. En tout cas, la réalisation nous fait signe que nous avons atteint le plafond des minutes nous imparties. Cher que de nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était une journée très chargée pour vous, mais quand même, vous avez trouvé du temps pour répondre à nos questions. Je vous remercie et je salue les téléspectateurs d'Africa TV. Mais plus particulièrement vos électeurs d'hier. Oui, pas d'hier, mais enfin... Vos électeurs. Mes électeurs tout court. Et je leur promets de rester toujours en communion avec eux. C'est ça le serment que je peux leur tenir. Mais je salue également ma famille. Un grand merci à Élisée Ouattara qui a accepté de partager ce plateau avec moi. Merci Patrick, c'était un réel plaisir de partager aussi ce moment avec l'honorable Sherbet Okende. Et comme toujours, disposé à servir la nation, il suffit d'un appel, on sera là. Un grand merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés, Yannick Domboman. Merci, apprécié Mouyoko qui était du côté de la réalisation. Nous vous fixons rendez-vous pour un nouveau numéro de ces magazines grand format. N'oubliez pas de retrouver cette émission qui sera postée sur YouTube, mais également les numéros bas de l'écran vous servent à pouvoir entrer en contact avec nous pour réagir par rapport à cette émission. Merci et à la prochaine.